La vallée du Goëlo, vous connaissez? C'est à Ploufragan, 20 hectares de prairies et de bois admirablement mis en valeur par le service des jardins de la ville. Les oiseaux ont adopté ce petit paradis fait pour eux. La preuve, plus de 30 espèces y ont été recensées. Petit rappel, la vallée du Goëlo, aménagée en 1990 par la ville de Ploufragan, s'étend du Fort Morel aux villes Cadoré. Elle constitue un espace idéal de promenade et de détente au cœur de Ploufragan, et au fil du temps, elle est devenue un lieu de prédilection pour les promeneurs et joggeurs. Elle est accessible à tous. Sur 5 km, une allée sablée tout en courbe douce suit le cours du ruisseau qui descend de l'étang des Châtelets vers la mer. La vallée possède 150 arbres de collection sur 3 hectares de surface boisée, 7 hectares de gazon et 6 hectares de prairies qui sont laissés volontairement en végétation naturelle. Imaginez le travail de toutes les équipes de la ville de Ploufragan qui entretiennent ces lieux pour notre bonheur. Tonte des pelouses, entretien des arbres, nettoyage, réparation des dégradations, merci à eux. Cette vallée est un lieu magique. Beaucoup d'oiseaux viennent y nicher en passant par le simple merle noir. La citaigne torche-peau vient ici nicher depuis quelques années, toujours dans le même trou. C'est un oiseau cavernicole. Et je pense que c'est le seul oiseau qui est capable de descendre le long des troncs d'arbres, la tête en bas. C'est un oiseau des bois. Quand on prend le temps, le fameux temps, on peut observer toute une vie qui s'agite. Surtout, il ne faut pas trop bouger. Et la faune sauvage vient à vous. Moi, je suis la grive musicienne. Encore 2 mâles qui se bagarrent pour une belle, un territoire. Moi, je suis plus calme, mais pas toujours. Même dans ce petit paradis, il est là. Et il n'est pas le seul. Il y en a des blancs, des noirs. C'est le plus grand prédateur des oiseaux et de la faune sauvage, Garoniché. Quant à la citerne, son logis est en hauteur. Moins de risques pour ces oisillons. Le gendarme de la forêt est là aussi et il profite de la rivière. Vous m'avez reconnu, je suis le jet des chênes et je surveille. Ici c'est très calme, c'est un endroit très agréable. Les jeunes merles grandissent vite et bientôt ils sortiront du nid. Moi, je recherche des glands que j'ai cachés à l'automne dernier.
J'espère que les écureuils ne sont pas passés avant. Et voilà, les merles sont partis pour de nouvelles aventures. Ce n'est pas simple, la vie des oiseaux. Puis un matin, alerte générale. Merle et geais crient en même temps. Que se passe-t-il ? Un intrus est rentré dans leur territoire. Au bout d'un certain temps, j'ai découvert le pourquoi. C'est une chouette hulotte qui est pourchassée par des plus petits qu'elle, et quel raffut! Même ce chat se demande ce qui se passe, mais il préfère partir en chasse. Restons sur nos gardes. Moi, je suis le piquet-pêche. Vous me reconnaissez bien maintenant, car je suis un habitant de cette vallée et je cherche de quoi manger. Dans ce refuge LPO, les oiseaux nichent et sont heureux. Mais mes anges charbonnières vont réaliser un exploit digne d'être un record. Vous vous rendez compte ? Plus de 10 000 chenilles en 18 jours entre la naissance et l'envol des oisillons. Un véritable pont aérien.
Les parents et tourneaux, eux aussi, travaillent sans relâche. Et moi aussi, vous m'avez oublié? Encore une nichée de pique-et-pêche. C'est un habitué de ce lieu. Le soleil se couche sur Ploufragan. Et à Roc à Saint-Brieuc, c'est parti. Et à vol d'oiseau, ce n'est pas loin. Dans cette vallée, on entend la fête. Mais je pense que ça ne la dérange pas. Surprise, elle est là, majestueuse. Elle attend la nuit pour décoller. Petit à petit, les bruits s'estompent. Seul le chant des mers interrompt le silence qui s'installe. Pendant qu'elle dort, tout s'agite en bas. La vie continue. Bien qu'étant par nature un oiseau forestier, la hulotte s'est très bien accommodée de l'environnement humain pour devenir commune dans les parcs et jardins urbains. Elle a une hauteur de 37 à 46 cm. Perchée, la hulotte représente l'archétype de la chouette. Sa grosse tête arrondie, son disque facial proéminent avec ses deux grands yeux frontaux et son inévitable bec crochu, surmontant un corps rebondi aux épaules carrées. En certaines occasions, cependant, la hulotte s'amincit en plaquant son plumage contre son corps et en fermant partiellement ses paupières en deux fentes diagonales. Cela se produit lorsque la chouette essaie de se rendre le plus invisible possible
habituellement quand de petits oiseaux la harcèlent ou lorsqu'un être humain approche de son repère. Elle se tient également souvent plaquée contre le tronc de l'arbre, où elle est perchée, toujours pour se fondre le plus possible dans son environnement. Le plumage moucheté de la hulotte est un camouflage des plus efficaces, particulièrement dans son habitat forestier originel. Il existe 2 variantes de coloration distinctes, l'une rouge, l'autre grise. En général, les oiseaux de la forme grise donnent l'impression d'être un peu plus pâles, notamment au niveau du disque facial. Les hulottes de forme rouge sont plus fréquentes à l'ouest. Il n'existe cependant aucune discrimination entre les oiseaux des 2 formes, et il n'est pas rare que des couples soient formés d'un oiseau gris et d'un oiseau roux. Les ailes de la chouette hulotte sont relativement courtes et battent souvent rapidement, en particulier lorsque l'oiseau vole en terrain découvert. Dans des situations moins exposées, les petits battements d'ailes brefs sont entrecoupés de courts vols planés. Ces ailes courtes lui permettent d'évoluer avec une grande facilité entre les arbres. Les yeux frontaux offrent une vision binoculaire qui augmente la précision de localisation des proies. Les yeux, naturellement, sont énormes en proportion des nôtres. Si nos yeux avaient la même taille que ceux d'une hulotte, proportionnellement au volume de notre crâne, ils seraient aussi gros que des balles de tennis. De tels yeux sont capables de capter efficacement la lumière. En somme, ils peuvent voir dans ce qui nous apparaît comme une obscurité presque complète. Et si cela ne suffisait pas, l'ouïe de la hulotte est remarquablement fine. Comme chez les fraises des clochers, les oreilles sont légèrement décentrées, ce qui permet à l'oiseau de situer auditivement sa proie avec précision, même sans la voir. Les rongeurs, mulots, campagnols, rats sont d'une importance vitale. Les petits oiseaux figurent aussi au menu de la hulotte, et il apparaît que les hulottes des villes exploitent cette ressource très efficacement, capturant des moineaux au dortoir sous le couvert de l'obscurité. Les yeux frontaux comme les nôtres permettent aux chouettes de voir précisément une proie. Mais en plus, la nature a donné aux chouettes la possibilité de tourner leur tête de pratiquement 360 degrés. La chouette hulotte protège férocement ses petits et peut se révéler un redoutable adversaire. Eric Hosking, photographe de renom, a perdu un œil en visitant un nid de chouette hulotte. Les serres tranchantes de l'oiseau sont capables d'infliger des blessures très graves. Traditionnellement, les chouettes hulottes affectionnent les arbres creux pour nicher, parfois une fourche très profonde dans un arbre. Elles utilisent volontiers les nichoirs artificiels et, comme leurs cousines les fraises des clochers, ne s'embarrassent pas à construire un nid. Occasionnellement, elles s'approprient un ancien nid de corvidés ou d'écureuils, mais la construction d'un nid ne les concerne pas. Elles choisissent aussi de nicher dans un vieux bâtiment, et très occasionnellement dans des falaises. On connaît des cas de nidification au sol, mais ils sont rares. Le territoire est souvent acquis à l'automne, d'où une intense activité vocale dès la fin de l'été. Les accouplements peuvent parfois avoir lieu dès février. La plupart des hulottes, toutefois, commencent leur saison de reproduction à la fin mars ou début avril. La femelle pond habituellement 3 ou 4 blancs très sphériques qu'elle couve seule pendant 29 jours. Les jeunes hulottes quittent leur nid en moyenne à 35 jours et les environs du nid de hulotte résonnent bientôt des cris plaintifs et incessants, des jeunes qui quémandent de la nourriture à leurs parents. Comme chez toutes les chouettes,
La reproduction des hulottes connaît de bonnes et de mauvaises années, selon l'abondance des petits rongeurs. Le renouvellement du cycle reproducteur des rongeurs est en fait rapide. Un campagnol est sexuellement mature à 6 semaines. Toutefois, les étés secs produisent parfois un succès de reproduction moindre, qui se répercute sur la population de hulottes. Les hulottes mangent parfois des vers de terre et des coléoptères pour pallier ce manque de rongeurs. Durant les mauvaises années à rongeurs, la mortalité des hulottes de moins d'1 an peut être très élevée. Parfois, plus de 70% des poussins nés dans l'année ne survivent pas jusqu'au printemps suivant. Selon mon expérience, une mauvaise année se signale souvent à l'automne et en hiver, lorsque les hulottes viennent sur les routes se nourrir des restes de lapins écrasés. Beaucoup de petits sont amenés dans les centres de soins par erreur, perdant ainsi quasiment toute chance de réintroduction dans leur milieu naturel. Seuls les petits blessés doivent être conduits dans des centres de soins. Les jeunes hiboux et chouettes quittent très tôt leur nid. Dans ce cas, le mieux est de remettre le jeune sur une branche. Ses parents continueront à le nourrir et le protéger. Dans tous les cas, sachez que les oiseaux ont l'odorat peu développé. Si l'on touche un petit, il ne sera pas rejeté de sa famille. Attention, tous les rapaces nocturnes et diurnes sont inconditionnellement protégés. Lorsque vous trouvez un oiseau blessé ou tombé du nid, vous voulez l'aider. C'est bien, mais encore faut-il savoir quoi faire. C'est malheureusement trop souvent ainsi que ces oiseaux inexpérimentés périssent de la même façon, surpris et aveuglés par les phares des voitures. Je suis retournée plusieurs fois en soirée, elle est souvent là. J'ai appris qu'il y avait aussi des renardeaux, mais pas vus. Ce soir-là, une personne est arrivée et a laissé ses 4 chiens qui couraient dans tous les sens en aboyant. Ici, chasse interdite et chien en laisse. Donc, adieu à mes petits renards. En plus, une moto qui passe au-dessus. Avec tous ces bruits, les renardeaux sont bien cachés.